Comment il a manipulé la question de l'identité. Tout le monde en a été victime. A commencer par le président Houphouët-Boigny. Il était vieillissant. Mais il n'a pas vu comment Ouattara, à partir de la carte de séjour de 91, avait commencé à troubler le pays. Il n'a pas vu comment la charte du Nord était l'émanation de Ouattara. Il n'a pas su l'arrêter. Deuxièmement, le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas vu qu'Alassane Ouattara, avec ce thème de « on m'exclut, on ne veut pas de moi parce que je suis musulman, parce que je suis du Nord », il n'a pas vu qu'Alassane Ouattara était en train de diviser la nation ivoirienne. Quand il passait l'accord de 95 avec lui, il pensait sincèrement que Ouattara était un technocrate élevé à la démocratie américaine et qui venait apporter sa compétence pour le pays et qu'il fallait faire preuve vraiment de tolérance et de clémence. Il n'a pas vu ça. Guy Robert même n'a pas vu. C'est quand Alassane Ouattara s'est retourné contre lui, après l'avoir utilisé comme façade du coup d'État de 99, que Guy s'est mis à sentir qu'il y aurait un problème avec Ouattara. Guillaume Kibafori Soro, qui était secrétaire général de la FESI à un moment donné, et donc l'une des figures les plus influentes du mouvement de jeunesse de Côte d'Ivoire qu'on n'ait jamais connu, Guillaume Kibafori Soro, à l'intérieur de la FESI, a à gérer précisément cette même manipulation. Et il ne voit pas. Il ne voit pas en 2000. Il ne voit pas en 2000-2002 qu'Alassane Dramane Ouattara, en effet, est en train de manipuler l'identité. Il s'en rendra compte à partir, je pense, de 2007, lorsqu'il essuie des tentatives d'assassinat fomentées par des éléments de la rébellion au service de Ouattara. Donc, il faut que tout le monde s'accorde ici sur un fait. La manipulation de l'identité ivoirienne pour diviser la Côte d'Ivoire, c'est l'opération par laquelle Alassane Ouattara est entré en politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus personne de sérieux ne peut dire qu'il ne sait pas comment Ouattara est venu. Donc, Alassane Ouattara ne peut plus tromper quelqu'un en utilisant la question identitaire. C'est pour prouver qu'il a bien compris cela que le président Guillaume Soro est l'un des premiers hommes politiques ivoiriens à avoir demandé la libération des prisonniers politiques du FPI et le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'une des raisons qui ont coûté cher à Guillaume Soro dans sa relation à Ouattara, et nous étions, nous, conseillers spéciaux de Guillaume Soro quand il était président de l'Assemblée nationale, c'est que Guillaume Soro a appelé très tôt à la réconciliation, ayant pris conscience, entièrement conscience de toutes les manipulations dont les Ivoiriens avaient été victimes de la part de Ouattara, y compris lui-même. Allez lire le discours du 3 avril 2017 de Guillaume Soro à l'Assemblée nationale. Ce discours, c'est la partie visible des rencontres directes entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara pour lui demander de libérer les prisonniers du FPI, lui demander de laisser Laurent Gbagbo rentrer pour que le pays se développe harmonieusement. On ne peut pas en exclure une partie. La crise entre Soro et Ouattara, cette crise vient du fait que Guillaume Soro refuse d'être manipulé encore contre la Côte d'Ivoire. Avec le président Guillaume Soro, nous avons procédé à une analyse patiente de la manière dont Alassane Ouattara nous a tous manipulés. Comment il a manipulé Houphouët-Boigny? Nous, on connaît. Comment il a manipulé Laurent Gbagbo? On connaît. Comment il a manipulé Robert Gueye? Nous, on connaît. Comment est-ce qu'il a manipulé Henri Konan Bédié? On connaît aussi. Comment il a manipulé le mouvement de jeunesse estudiantine de la Côte d'Ivoire? Ça, là, on connaît. On a analysé cela patiemment et le président Guillaume Soro s'est engagé, étant Premier ministre, dans ce qu'il a appelé le pardon et la réconciliation. Et quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, c'est le thème majeur de sa présidence de l'Assemblée nationale. Un militant d'Alassane Dramane Ouattara, qui avait été envoyé dans un débat sur la télévision Africa 24 à Paris. Il s'appelle Tidiane Koné. C'est un membre du RHDP. Tidiane Koné a affirmé ceci. Guillaume Soro complote contre la Côte d'Ivoire parce que Guillaume Soro prône le pardon et la réconciliation nationale. Il veut le retour des pro-Gbagbo. Il veut la sortie des pro-Gbagbo de prison. Il veut le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Guillaume Soro est contre nous. Voilà ce qu'a dit un cadre du RDR RHDP en débat face à moi sur Africa 24. Il s'appelle Tidiane Koné. C'est ce qu'il a dit. Exprimant ainsi le fond de la pensée d'Alassane Ouattara. On était en 2017. Guillaume Soro n'avait pas encore démissionné de la tête de l'Assemblée nationale. À l'intérieur du RDR et du RHDP
de Ouattara, c'était déjà la guerre contre Soro. Parce que Guillaume Soro a dit, on nous a suffisamment manipulés comme cela, nous devons rendre le pays à tous ses enfants. Il ne faut pas que nous quittions la terre, alors que nos frères qui sont injustement en prison, y sont. Nos frères qui sont injustement exilés, y sont. Parce que nous savons tous que nous sommes co-responsables de la situation de notre pays. De près ou de loin, nous avons manipulé ou nous avons été manipulés. Il faut maintenant rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Donc, sur le chapitre de la crise interne, j'aimerais que vous compreniez que c'est parti à partir d'une analyse endogène, une analyse autonome, souveraine et libre. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a convaincu le président Guillaume Kibafori Soro qu'il faut se battre pour libérer la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Nous, les compagnons attitrés du président Guillaume Kibafori Soro, nous avons forgé à ses côtés, avec lui, cette conviction. Et notre conviction n'est pas déterminée par les circonstances, mais par une analyse objective de l'histoire. Nous sommes vaccinés à tout jamais contre Alassane Dramane Ouattara et ses manœuvres. Nous ne nous soumettrons jamais plus à Alassane Dramane Ouattara et à ses manœuvres. Jamais plus. C'est chez nous quelque chose de sacré. Si Guillaume Soro a renoncé au strapontin de président de l'Assemblée nationale, si Guillaume Soro a renoncé à toutes les offres flatteuses qu'Alassane Ouattara lui a faites, c'est pour préserver son âme, après avoir sacrifié, eh bien, sa jeunesse, et avoir participé à désorganiser son pays en croyant servir une cause noble. Alors que la cause qu'il servait est la cause du pire ennemi de la nation ivoirienne qui n'a jamais existé depuis que la Côte d'Ivoire existe. Donc c'est à partir d'une autocritique. Ce n'est pas la critique de nos camarades du FPI ou du PPACI. Non, c'est à partir de l'autocritique de Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons que nous sommes, que nous avons décidé de redresser le tir, de nous placer à l'endroit qui rassemble le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ça l'axe de GPS. Générations et peuples solidaires. Ça, c'est l'aspect interne du conflit. Il faut savoir que Guillaume Soro et ses compagnons sont réconciliés d'abord moralement avec eux-mêmes dans le combat que nous menons contre Ouattara. Car nous avons pris la peine de le comprendre et d'assumer le désaccord avec lui. Guillaume Soro ne fait pas ce combat pour Laurent Gbagbo ou pour ceci. Il le fait pour la vérité, la justice et la solidarité. Il le fait pour que l'histoire retienne qu'il lui est arrivé de se tromper en s'associant à Alassane Dramane Ouattara en 2000, en 2002, en 2010, même 2011. Il lui est arrivé de se tromper. Mais il faut qu'on dise que Guillaume Soro, comme tout être humain conscient de ses imperfections, s'engagea dans la bataille pour redresser le tir et pour, en réalité, délivrer sa nation. Voilà. C'est dans cette dimension que nous sommes. La dimension du redressement de la patrie ivoirienne, de la restitution de la Côte d'Ivoire aux Africains. De Côte d'Ivoire. Mais il y a un deuxième aspect dans cette affaire. C'est l'aspect international de la crise ivoirienne. Je vous ai évoqué ça. Il faut que vous vous rendiez compte que même sur ce point-là, c'est par une démarche autonome, personnelle, que Guillaume Kibafori Soro s'allie aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. Une démarche autonome, personnelle, de réflexion, de pensée, de décision. Prenons la France. On le sait très bien, la République moderne de Côte d'Ivoire a été fondée par le colonialisme et le néocolonialisme français. Le président Houphouët-Boigny avait le choix entre se faire éliminer, risquer de se faire éliminer par les colons français et au contraire négocier une indépendance sous haute surveillance avec eux. Avec le temps, et à travers son ami François Mitterrand, Houphouët-Boigny a négocié le virage qui a sorti le PDC-RDA de la gauche révolutionnaire panafricaniste pour en faire un parti de collaboration, de coopération avec la puissance française afin de construire pas à pas la Côte d'Ivoire moderne. C'est le choix de Félix Houphouët-Boigny. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pendant très longtemps, toute la classe politique ivoirienne a été dépendante positivement ou négativement de la France. Pourquoi? En raison de l'histoire. Lorsque Laurent Gbagbo est contraint à l'exil dans les années 80, où se rend-il? En France. N'est-ce pas? Où se constituent-ils ses premières amitiés internationales extra-africaines? En France, avec le Parti socialiste français. N'est-ce pas? Je vous parle là du président Laurent Gbagbo, de ses relations avec la France. Il la connaît très bien. Il y a étudié.
il y a forgé ses armes idéologiques dans le sillage de la gauche française. Parti communiste, parti socialiste, les sociaux-démocrates, etc. Il y a même forgé son premier foyer. Il faut que les gens sachent que le président Laurent Gbagbo est loin d'ignorer ce que c'est que la France, où son propre père a combattu. Où son propre père a combattu. D'accord? Il connaît très bien le pays à partir duquel je vous parle. Et même dans les années 2000, lorsque le régime du président Laurent Gbagbo est attaqué par la rébellion venue du Burkina Faso, appuyée par le Burkina Faso de Blaise Compaoré, le premier réflexe du président Laurent Gbagbo, chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, c'est d'actionner les accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, demandant à la France d'assister la Côte d'Ivoire pour combattre l'attaque de la rébellion, qu'il considère comme une attaque d'un pays étranger. La France refuse, bien sûr, en partant du principe que les rebelles sont des Ivoiriens. Mais elle refuse aussi parce qu'en réalité, elle soutient la rébellion contre Gbagbo. Mais je vous cite ces faits-là pour que vous vous rendiez compte que la classe politique ivoirienne a, pendant très longtemps, essentiellement fonctionné en relation avec la France. C'est-à-dire que la politique internationale de la Côte d'Ivoire, pour toutes les familles politiques, a pendant très longtemps été une politique de négociation avec la France. Ce que la Côte d'Ivoire pouvait faire en dehors du territoire ivoirien passait toujours par une espèce d'accord ou de désaccord avec la France. La France a été et fait tout pour demeurer le tuteur géopolitique, géostratégique et diplomatique de la Côte d'Ivoire. Quand le président Bédié est renversé en 1999, où est-ce qu'il va? Il fait comme le président Gbagbo dans les années 80, il vient en France. Il vient en France aussi pourquoi? Mais il y a fait ses études. Il vient en France pourquoi? Parce que le PDC-RDA est devenu un allié de la 5e République française. Que ce soit un président de gauche ou de droite qui est à la tête de l'Élysée, le PDC-RDA, qui était au pouvoir pendant 33 ans, a fait de la Côte d'Ivoire un partenaire privilégié, une chasse gardée, et bien de l'influence française. Donc, c'est tout naturellement qu'Henri Konan Bédié, lorsqu'il est chassé du pouvoir en 99 par les amis d'Alassane Dramane Ouattara dans l'armée, il vient en France. Vous voyez à quel point même le PDC-RDA, même dans l'opposition, le PDC-RDA est resté tributaire de la France. Maintenant, je voudrais parler des relations entre Guillaume Soro et la France. Guillaume Soro n'a pas fait la plus grande partie de ses études ici. Il a fait la plus grande partie de ses études en Côte d'Ivoire. Contrairement à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié, que je viens d'analyser. Mais ces relations avec la France, elles sont déterminées. Déjà, dans les années 90, nous étions contre le régime du PDC-RDA du président Houphouët-Boigny. La FECI, c'est un syndicat de gauche, de la gauche ivoirienne traditionnelle. Dans ces années-là, nous sommes naturellement associés au parti de gauche. Sur les campus ivoiriens, ce sont donc les idées de Laurent Gbagbo, de Zadi Zaourou, ce sont les idées de gens comme les Memel Fauter, ce sont les idées de gens comme les Désiré Tanoé. Ce sont ces idées qui s'imposent. Or, ce sont des leaders de gauche. Ce sont les idées du Parti communiste ivoirien, ce sont les idées du PIT de Francis Vautier, qui sont des partis de gauche. Ce sont ces idées-là qui s'imposent pour la jeunesse ivoirienne. Donc, c'est une jeunesse, à l'intérieur de la FECI du moins, qui grandit dans un anticolonialisme et un panafricanisme de principe. Or, qu'est-ce qui va se passer? Quand Guillaume Soro se retrouve allié d'Alassane Ouattara, à partir de 99, de 2000, de 2001, etc., de facto, il est du côté de l'alliance à la France qui opère du côté de Ouattara. Alors, si vous êtes panafricaniste de gauche et que vous êtes à la FECI, ben vous êtes allié à des Français, en général du Parti socialiste français, à des Français du Parti communiste français. Vous êtes allié à l'aile gauche de la France-Afrique. Mais c'est la France-Afrique. Parce que le Parti socialiste français n'est pas pour l'indépendance totale de l'Afrique francophone. Il faut que vous le sachiez. Les socialistes français n'ont jamais été pour l'indépendance totale de l'Afrique francophone. Les socialistes français ont maintenu le système de la France-Afrique avec autant d'ardeur et de vigueur que les gaullistes français. Il faut que vous compreniez cela. Donc, ce n'est pas parce que tu es allié à Ouattara que tu es allié au bon côté de l'élite politique française. Ce n'est pas parce que tu es allié à Gbagbo
que tu es allié dans les années 90-2000 au bon côté de l'élite politique française. Il n'y a pas de bon côté de l'élite politique française de gouvernement. Les Français, de gauche comme de droite, dirigeant la France, ont toujours tout fait, même du centre comme Macron, ils ont toujours tout fait pour maintenir l'Afrique. Chasse gardée de la France. Maintenir le précaré et l'influence. Donc, que vous soyez dans les années 90, pro-Babo, ou que vous soyez pro-Ouattara, vos alliances en France vous amènent toujours à être en contact avec des dirigeants français de gauche ou de droite qui, au fond, ne veulent pas de l'indépendance de l'Afrique. François Mitterrand ne voulait pas de l'indépendance de l'Afrique. Lionel Jospin ne voulait pas de l'indépendance de l'Afrique. François Hollande ne voulait pas de l'indépendance de l'Afrique. Pourtant, ce sont les principaux responsables du Parti socialiste français que je viens de citer. De la même façon, De Gaulle ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Giscard d'Estaing ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Jacques Chirac ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Emmanuel Macron ne veut pas de l'indépendance de l'Afrique. Donc, en fait, toute la classe politique de gouvernement en France est néocolonialiste. Et il a fallu du temps pour que cette idée devienne une idée commune, une idée populaire. Parce que dans la plupart des pays africains, il était de tradition d'essayer de chercher des soutiens. Quand on a un parti de gauche, des soutiens dans la gauche française pour gouverner l'Afrique. Et quand on est un parti de droite, de libéral ou un parti du centre, il était de tradition de chercher le soutien des centristes français ou des droitistes français pour gouverner un pays africain. Or, en fait, quand vous alliez vers l'élite française de la gauche, ou que vous alliez vers l'élite française de la droite, vous tombez systématiquement sur les néocolonialistes. Et ce n'était pas clair dans la tête des gens, jusqu'à ce que cela arrive. Chez le président Guillaume Soro, il y a eu à un moment donné l'espoir que le fait que le président Emmanuel Macron soit un homme politique jeune, l'espoir que celui-ci sorte des sentiers battus de la France-Afrique et fasse une politique nouvelle avec l'Afrique. Chez Guillaume Soro, il y a eu un moment d'espoir que Macron serait un allié du renouvellement générationnel de la classe politique africaine. Mais cet espoir a été vite déçu, puisqu'Emmanuel Macron s'est avéré le plus médiocre, le pire des présidents france-africains de la France. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire sur le plan international de la différence entre Soro et Gbagbo? C'est que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo font partie des Ivoiriens qui sont complètement guéris de la tentation d'espérer quelque chose de la France. Ils sont complètement guéris. Laurent Gbagbo qui est là, il ne compte pas sur le Parti socialiste français pour gagner la bataille politique en Côte d'Ivoire. Avant, il comptait. Jusqu'à se rendre compte que Jospin et Chirac pouvaient s'entendre pour l'écraser, lui Gbagbo. Avant, il comptait. Hein. Il pouvait penser que parce qu'il a son ami Guy Laberty, parce qu'il connaît Emmanueli, le Parti socialiste va le défendre. Quand il s'est retrouvé sous les canons français et que les socialistes n'ont rien fait, Laurent Gbagbo a compris qu'il n'y a plus jamais à compter sur la France. Guillaume Soro, lorsqu'il était avec Alassane Dramane Ouattara, avait le soutien de la droite de gouvernement française. Donc la droite de gouvernement française, c'est Chirac, la droite de gouvernement français, c'est Sarkozy, n'est-ce pas? Mais quand lui, Guillaume Soro, s'est retrouvé en difficulté et qu'il a pensé, par solidarité de génération, qu'Emmanuel Macron pouvait être à ses côtés, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été chassé de France par Emmanuel Macron. Donc, les deux hommes politiques dont je vous parle ce matin, ils sont guéris de la tentation française. Je dis bien guéris. L'obsession française de la classe politique ivoirienne, là. S'il y a deux hommes politiques qui vont délivrer la Côte d'Ivoire de cette obsession, c'est Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Parce qu'ils ont tout vu dedans. Vous comprenez? Voilà pourquoi le premier argument qui disait ils ne peuvent pas aller ensemble parce qu'ils se sont combattus. Cet argument, quand on analyse en profondeur, on se rend compte que par une démarche personnelle, ces deux hommes d'État ont bien compris que s'ils veulent marquer l'histoire de leur pays, ils doivent s'entendre pour libérer ce pays de l'emprise néocolonialiste de la France. Et chacun des deux, Guillaume Soro comme Laurent Gbagbo, il s'est déjà lavé les mains de la France. Ils s'en sont déjà lavé les mains. Laurent Gbagbo, lui, depuis qu'il est sorti de prison à La Haye, est-ce que vous avez entendu qu'il a mis les pieds en France? C'est un message, hein? Vous avez entendu Laurent Gbagbo mettre les pieds en France? Bon. Depuis que Guillaume Soro a été chassé de France,
par Emmanuel Macron, au mépris même des lois françaises. Est-ce que vous avez encore entendu que Guillaume Soro demande un visa français? Ce sont des messages qu'il donne à la classe politique française. Nous, on arrive pour délivrer le pays de vous. PPAC et GPS sont alignés sur la même ligne anticolonialiste, anti-impérialiste, souverainiste. La ligne souverainiste, anticolonialiste, anti-impérialiste qui s'affirme actuellement dans l'AES. C'est dans ça que nous sommes. Et il faut que vous compreniez cela. Voilà la profondeur de l'alliance. À partir de l'analyse de l'histoire politique intérieure et de l'histoire politique internationale. Voilà pour le premier argument. Voilà pour le premier argument. Ils sont condamnés à s'entendre parce qu'ils ont eu les mêmes désillusions. Les mêmes désillusions intérieures, la manipulation par Ouattara. Ils sont formés. Les mêmes désillusions extérieures, la manipulation par le néocolonialisme français, de gauche comme de droite. Ils sont formés, ils sont prêts. Ils ont compris qu'ils ont la responsabilité de rendre ensemble la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Vous avez compris? Maintenant, je prends le deuxième contre-argument, parce que nous sommes dans une dissertation. Dans une dissertation, nous autres philosophes, on commence par développer des arguments pour la thèse. Mais on n'oublie jamais les arguments de la thèse. Parce que quand on va faire l'antithèse, on va reprendre les arguments de la thèse pour montrer leurs limites. Je suis dans l'antithèse actuellement. Je suis en train de vous montrer les limites de la thèse qui a été avancée. Bon, on prend le deuxième argument, l'argument de la concurrence politique personnelle, la compétition politique. Oui, le président Gbagbo veut être à nouveau président de la République. Oui, le président Guillaume Soro veut être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et certains pensent que le fait que le président Gbagbo et le président Soro aient la même ambition signifie par définition qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Or là, c'est ne pas comprendre le principe du pluralisme démocratique. Si on se bat pour sauver la Côte d'Ivoire, rendre la souveraineté au peuple de Côte d'Ivoire, l'un des aspects de la souveraineté, c'est le droit du peuple de choisir librement ses dirigeants. Or, un peuple ne peut pas choisir librement ses dirigeants si on n'a pas laissé s'exprimer toutes les sensibilités politiques. Si on étouffe, a priori, les différentes sensibilités politiques, l'expression souveraine du peuple est bridée. Donc, si on veut imaginer une alliance de l'opposition, il faut d'abord que ce soit à partir de l'expression de la diversité, justement, des opinions, la diversité des idéologies, la diversité des programmes et des projets. L'alliance de l'opposition se construit dans le système politique tel qu'il est, en tout cas dessiné aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à partir du deuxième tour. Exactement comme ça s'est fait en 2010. C'est au deuxième tour que le président Bédié et le président Ouattara se sont alliés contre le président Laurent Gbagbo. Ils ne pouvaient pas s'allier au premier tour. S'il y a donc une alliance politique derrière une candidature, elle sera déterminée par le premier arrivé. C'est dans ces conditions qu'un débat sur l'alliance politique est envisageable. Mais le fait que le président Gbagbo et le président Guillaume Soro veuillent être candidats dès le premier tour de l'élection présidentielle donnera l'occasion à tout le monde de se peser et par la suite de négocier en conséquence. Et on se bat justement pour que la politique en Côte d'Ivoire ne soit pas frappée d'exclusion. On se bat pour que tous ceux qui ont le droit d'aspirer à des fonctions politiques en Côte d'Ivoire s'expriment et que le peuple, le seul arbitre, le seul qui est chargé de la dévolution du pouvoir, décide. Donc, au contraire, la preuve que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo s'entendent, c'est qu'ils se soutiennent mutuellement contre l'exclusion. La preuve qu'ils s'entendent, c'est qu'ils acceptent d'aller à une élection présidentielle où les Ivoiriens diront celui qui est le mieux placé des deux pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et il sera encore plus facile pour celui qui n'est pas le mieux placé des deux de soutenir l'autre. Parce que le peuple aura tranché à l'occasion de cette consultation. C'est comme cela qu'on fait de la politique propre. La politique saine. On l'a fait dans la concurrence loyale. Pas dans la concurrence déloyale. Pas dans l'intimidation. Et c'est d'ailleurs en ce sens que le président Gbagbo fut célèbre par une formule qu'il a employée autrefois. Il a dit ceci, autrefois, répondant au fouet Boigny Félix. Le grand frérisme n'est pas un humanisme. Je reprends la citation des propos du président Gbagbo. Le grand frérisme n'est pas un humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule?
Chez nous, en politique africaine, au lieu de laisser les citoyens s'exprimer, on a tendance à vouloir utiliser le droit d'aînesse pour éliminer tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, exprimer un point de vue différent de nous. Non, tu es encore jeune, votre temps viendra. Voilà comment en Afrique, il y a des gens qu'on dit jeunes, ils ont 60 ans. J'ai même vu, à un moment donné, au PDCI, quelqu'un qui était KKB, il était le principal dirigeant du mouvement de jeunesse. Il avait déjà plus de 50 ans. Comment à plus de 50 ans, moi j'en ai 53, vous pouvez me présenter comme le dirigeant du mouvement de jeunesse d'un parti politique? Plus d'un demi-siècle est déjà passé derrière moi. Quand Laurent Gbagbo dit que le grand frérisme n'est pas un humanisme, il veut dire qu'il faut laisser s'exprimer le pluralisme. Laisser ceux qui veulent aspirer aux fonctions politiques s'exprimer. Eux-mêmes vont voir par les suffrages qu'ils vont obtenir, qu'est-ce qu'ils représentent, ce qu'ils représentent réellement dans le pays. Et en fonction de cette représentation réelle, ils vont évaluer leur manière de participer possiblement aux étapes futures de la vie des institutions. Voilà le principe du pluralisme démocratique expliqué. Si donc Gbagbo et Soro sont alliés, c'est parce qu'ils sont pluralistes. C'est parce qu'ils veulent respecter ce que le peuple ivoirien va dire. S'ils sont alliés, c'est pour permettre la naissance d'une Côte d'Ivoire où être candidat à la présidence de la République ne sera plus un crime de lèse-majesté. Vous avez vu Alassane Ouattara? Alassane Ouattara menaçait des Ivoiriens d'oser être candidat indépendant. Alassane Ouattara menaçait des citoyens ivoiriens. Le premier qui va s'amuser à être candidat indépendant, il aura affaire à moi. Et ceux qui l'ont aidé auront affaire à moi. Est-ce que ça peut se dire dans un système politique de pluralisme? Est-ce qu'on peut tenir un tel langage dans un système politique dit démocratique? Menacer des citoyens au motif qu'ils oseraient, qu'ils envisageraient d'être candidats indépendants. Alassane Ouattara, par cette seule boutade, par cette seule menace formulée contre les candidatures indépendantes à la présidence de la République, a avoué que le système politique ivoirien actuel est tout sauf pluraliste, tout sauf démocratique. C'est une dictature abjecte. C'est un système vicié. Donc, le deuxième argument que les pessimistes avançaient pour penser que l'alliance ne tient pas. Cet argument ne tient pas. Au contraire, l'alliance tient parce que le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro tiennent à montrer que la concurrence politique loyale peut avoir lieu en Côte d'Ivoire, qu'elle peut avoir lieu en Afrique. Ils sont alliés contre l'exclusion. Et ils se présenteront devant le peuple ivoirien qui donnera à chacun sa rétribution lors du premier tour d'une élection présidentielle. Et à l'issue de ce premier tour, il sera possible de discuter de l'éventualité ou de la nécessité d'alliances politiques dans le cadre de l'opposition. Voilà ma réponse à la deuxième objection. Maintenant, on passe à la troisième objection. Dans la thèse, on disait que cette alliance-là, eh bien, elle ne peut pas, elle aura beaucoup de mal à marcher. Pourquoi? Parce que en face, il y a le tout-puissant monsieur Alassane Dramane Ouattara. Hein? Alassane Dramane Ouattara est tellement puissant que vraiment les deux là, de toutes les façons, ils ne peuvent pas le renverser. Ok. Mais connaissez-vous un dirigeant politique qui n'était pas très puissant au moment où on l'a renversé? Connaissez-vous un dirigeant politique qui, au moment où on l'a renversé, n'avait pas de force? Prenons le premier coup d'État qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne croyaient pas qu'un coup d'État puisse avoir jamais lieu un jour en Côte d'Ivoire. J'ai eu une conversation célèbre avec un de mes doyens, très proche, dont je tairai le nom. 6 mois avant le coup d'État de 99, je crois qu'on était comme ça peut-être au mois de juin 1999 en Côte d'Ivoire. J'étais assis sur une terrasse avec ce doyen. Je lui dis, doyen, selon mes analyses, le président Bédié là va être renversé. Il y a un coup d'État qui se prépare contre lui pour le faire tomber. Le doyen me dit, Franklin, le jour où ça arrive, je te consacre grand analyste politique. Parce que dans ce pays de Houphouët-Boigny, qui est un pays de paix, d'hospitalité, un pays d'amour, ça ne peut pas arriver. Et moi, je lui disais, c'est précisément parce que vous avez pensé que la paix, la solidarité, l'amour sont des vertus morales qui suffisent à rendre les gens bons. Et que vous n'êtes pas en train de prendre des dispositions pour que ces vertus se traduisent par des structures de vigilance, des structures d'action. Vous serez surpris. Le pouvoir là, il va tomber. Quand
le 24 décembre 1999, ce pouvoir tomba, le doyen m'appela avec honnêteté, sincérité et me consacra excellent analyste politique. Parce qu'en plus, je lui avais donné les raisons pour lesquelles je pensais que le pouvoir Bédi allait tomber. Il allait tomber, disais-je, parce que c'était un pouvoir qui était animé d'une très grande certitude. Il avait une excessive confiance en lui-même. Il allait tomber parce que c'était un pouvoir qui ne s'était pas rendu compte qu'il y avait déjà eu des tentatives de renverser le PDC-RDA dans le passé et que ces tentatives continuent à être menées par les mêmes. Moi, j'avais bien vu qu'en 1993, c'était Alassane Ouattara. J'ai bien vu qu'en 1994, il va créer le RDR. C'est Alassane Ouattara. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.